Voilà, bonjour mesdames, messieurs, chers camarades. Je vais vous présenter l'opération Barbarossa. Je vais utiliser évidemment l'écran pour vous mettre sous les yeux les choses que je ne pourrais pas vous expliquer trop longtemps, étant donné que le temps est relativement court. Vous expliquer Barbarossa, qui a duré quand même quelques mois, dans une quinzaine de minutes, c'est un gageur que je vais tenter de relever. J'aimerais tout d'abord vous mettre dans l'ambiance, parce qu'il faut comprendre, et là je me réfère aux facteurs humains, vous mettre dans l'ambiance de l'époque, de 1939, avec une carte qui vous montre le découpage des différents pays qui forment l'Europe. Vous voyez que, par exemple, l'Autriche a déjà été phagocytée par l'Allemagne. Et pour être encore plus clair, j'aimerais vous mettre ces quelques dates sous les yeux. Il me paraît important de citer le pacte germano-soviétique qui a été conclu entre l'Allemagne et l'URSS avec des diplomates Ribbentrop et Molotov. L'invasion de la Pologne qui suit, et donc ce découpage qu'il y a entre la Russie ou l'URSS et l'Allemagne, le front qui a été ouvert à la fin de la drôle de guerre en mai 40, avec cette attaque donc, du 10 mai 40, et qui se solde en à peu près un mois et demi par l'échec de l'armée française, par la destruction ou par la fin de la résistance française. Ce qui a beaucoup influencé Staline, le père des peuples, qui se trouve de l'autre côté de l'Europe. Donc, la réalisation, l'envie d'attaquer la Russie, je ne sais pas si... Ah, ça fonctionne quand même. Voilà. L'idée d'attaquer la Russie est prise le 22 juillet par Brauchitsch, mais par Hitler un peu avant. Et vous voyez que cette préparation va, jusqu'à l'exécution du plan Barbarossa, va prendre à peu près 11 mois. Sur ce graphique, vous voyez aussi les différents événements qui se passent pendant cette préparation. Et il est intéressant de voir que l'opération Seelowe n'a pas encore été déclenchée. Donc Seelowe consistait en l'attaque de débarquement allemand en Grande-Bretagne. Cette opération Seelowe n'avait pas encore été décidée, que celle d'attaquer l'URSS l'avait été. Donc ici, sur ce graphique, vous voyez cette Pologne qui a été scindée en deux morceaux entre l'Allemagne et l'URSS. L'URSS, il faut savoir, le petit père des peuples fait régner la terreur et on procède à de grandes purges au sein de l'Union soviétique, respectivement au sein des forces armées, ce qui fait que des chefs sont remplacés par de très jeunes cadres qui ont peu d'expérience, voire pas du tout, avec un matériel T-22, notamment les chars, les T-26, qui étaient dépassés. Il est vrai que pendant l'affrontement en 1941, les Allemands vont affronter de nouvelles armes, ce qui va créer une petite surprise, on en parlait tout à l'heure, la surprise technologique, ça sera vraiment une surprise pour eux. En fait, les Russes vont aligner 161 divisions et 29 corps mécanisés. Il faut savoir que ces corps mécanisés venaient d'être reconstruits à la lumière des enseignements de la campagne de France. Et donc, cette formation, ce regroupement a été nouveau et évidemment ne permettait pas à ces formations mécanisées d'avoir beaucoup d'expérience dans la conduite d'un combat. Maintenant, voyons le point de vue de Staline. Je vous dis ceci pour bien vous mettre dans l'ambiance de l'époque. Enfin, je vais tenter, parce qu'évidemment, avec une vue sur le lac Léman, c'est un peu difficile de se remettre dans l'ambiance de 39 ou 40. Staline avait beaucoup de suspicions à l'endroit de Churchill.
Churchill était considéré comme un anticommuniste et avait, selon à l'idée de Staline, encouragé des manœuvres anticommunistes. Staline ne croit pas à l'ouverture d'un deuxième front. L'ouverture du front avec la France respective, la Grande-Bretagne, lui ne pensait pas qu'à la lumière de ce qu'il avait vécu pendant la Première Guerre mondiale, que Hitler allait ouvrir un deuxième front. La Russie aussi fournissait des matières premières à l'Allemagne. Il faut savoir que l'Allemagne se reconstruisait ou se remettait au travail après les grandes difficultés économiques qu'elle avait connues et qu'il fallait évidemment alimenter ce pays avec des ressources premières. On parle évidemment des métaux, des céréales aussi, de l'Ukraine. Le point de rupture prévoyait donc pardon, excusez-moi, je suis en train de... Le point de rupture pour déterminer le seuil de guerre se ferait par des négociations. Staline pensait que Hitler allait procéder d'abord à des contacts diplomatiques en mettant sous pression les communistes russes. Et donc, il pensait que la guerre ne pouvait pas avoir lieu sans cela. Et puis, en contact avec Ribbentrop et les diplomates, il voyait bien que Hitler avait un pragmatisme que les bellicistes de l'Allemagne avaient. Donc il pensait que Hitler allait plutôt composer avec lui plutôt que déclencher une guerre. Du point de vue d'Hitler, il avait évidemment, Hitler, cet objectif de détruire le communisme, probablement encouragé par ce qu'il avait vécu pendant les années de la République de Weimar. L'Allemagne avait un besoin urgent de ressources naturelles, et pour Hitler, c'était une nécessité de prendre de l'espace et d'aller se reconstruire dans les pays voisins. Donc il y avait cet espace vital, qui est une idée de la Ligue pan-germanique, d'avoir un espace non seulement technique ou de ressources naturelles, mais aussi du point de vue culturel. Les succès de la campagne de Pologne, de France et des menées politiques, diplomatiques lui donnaient beaucoup de courage pour se lancer dans cette aventure. Et il faut évidemment constater qu'il aimait agir par surprise. Il avait d'ailleurs ce don de brouiller un peu les pistes pour pouvoir surprendre l'adversaire. Les proches de Staline, les voici. Il est intéressant de voir que le général Golikov avait une influence sur Staline plutôt dans le sens de la modération. Il envoyait à Staline des messages pour dire « Non, il ne faut pas imaginer qu'Hitler va se lancer dans une aventure contre l'Union soviétique ». Il avait près de lui Timoshenko, Beria parmi les principaux, Molotov évidemment, et ces gens-là formaient dans le fond cet entourage pendant les moments les plus difficiles. D'ailleurs, au moment de l'attaque, donc le 22 juin 1941, Staline n'a pas été surpris. Il a été assez placide dans l'affrontement des nouvelles, parce qu'il ne croyait pas du tout à cette attaque. Et je dirais que la plupart des gens qui circulaient autour de lui tentaient de ne pas contredire le chef, le petit père des peuples, parce qu'ils risquaient aussi leur peau. Je voulais évoquer au moment de l'attaque, ou peu avant l'attaque, il y a des communistes allemands qui étaient incorporés dans la Wehrmacht, qui fuyaient leur position, qui traversaient notamment la rivière du Bug pour aller annoncer la nouvelle aux soldats, aux forces soviétiques qui étaient en face. Et en fait, les communistes considéraient que c'était des traîtres,
C'était des gens qui annonçaient une mauvaise nouvelle qui n'aurait pas lieu et ils étaient fusillés. 5 d'entre eux ont été fusillés. Le 6e, qui a traversé à la nage cette rivière, annonçait que les Allemands allaient attaquer. Et par bonheur, le canon a commencé à tonner et il a eu la vie sauve. Ce qui vous donne un petit peu l'ambiance qui circulait à l'époque. La préparation de l'attaque a été faite par le général Marx avec Franz Halder et plusieurs plans ont été évoqués, plusieurs possibilités, pour finir avec celle-ci qui consistait d'abord à faire un effort principal plutôt vers le nord, avec deux groupes de corps d'armée, avec les marais du Pripet qui sont au milieu, qui constituaient vraiment un obstacle naturel, et un seul groupe d'armée vers le sud. Donc l'idée c'était d'atteindre Leningrad et de maîtriser toute la partie baltique du territoire. Et puis dans un second temps, de se diriger sur Moscou. Au sud, le sud était de capturer l'Ukraine, qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, constituait l'une des bases ou des ressources naturelles nécessaires, avec la possibilité ensuite de venir donner un coup de main pour affronter ou attaquer ou s'emparer de Moscou. Au niveau des forces russes, vous voyez que les effectifs étaient particulièrement importants, avec une panoplie de chars assez intéressante, mais essentiellement basée sur un vieux char, le T-26, qui est en fait un char qui a été construit d'après les trouvailles ou dans les technologies britanniques. Parmi les surprises de cet événement, citons le char T-34 qui a été repéré lors d'un combat dans le groupe Nord. Donc ce char a été extrêmement utile. Et dans la bataille de Rezenai, ces chars, dont le KV-1, ont encaissé plus de 70 coups sans être mortellement touchés. Et les Allemands, notamment la 6e Panzerdivision, a été très touché par ses capacités de char et ont dû la vie sauve en quelque sorte par l'arrivée de l'artillerie et puis d'un canon qui a fait parler de lui pendant toute la guerre. C'était le 88 mm des Allemands, un canon qui était à l'origine un canon DCA et qui a été utilisé comme arme anti-char. Très rapidement, la poussée allemande a été très nette, avec des avancées de 80 à 100 km dès le premier jour, avec des chefs comme Manstein, avec des chefs comme von Rundstedt, von Bock, von Leeb, avec Guderian aussi. Donc une progression extrêmement rapide, avec des combats qui, ici par exemple, montrent l'initiative allemande extrêmement pragmatique aussi dans le terrain, s'adaptant très facilement sur le terrain, contrairement aux soviétiques qui, eux, étaient cadrés dans des normes et dans la crainte d'être pris comme traître ou comme défaitiste, et évidemment payant de sa vie ces choses. Et on cite par exemple les généraux qui, par exemple, qui défendaient Brest-Litovsk, qui ont été tout simplement tués par le NKVD, qui était la police politique de l'époque. Donc vous voyez ici sur ce schéma un combat particulier ici qui montre cette avancée allemande, notamment en prenant Minsk,
Minsk a d'ailleurs été... ils ont encerclé les armées soviétiques, et ceci s'est fait dans un minimum de temps. Voilà. Je voulais tirer quelques leçons de cette attaque de Barbarossa. C'est d'abord l'importance du renseignement avec une analyse. Et je dirais, moi j'aime mon travail professionnel, c'est la gestion de crise. Dans le domaine aéronautique, on travaille aussi pour des entreprises qui n'ont rien à voir avec l'aéronautique. La gestion de crise, c'est l'analyse du renseignement. Et cette analyse en profondeur. Et je crois que c'est important de tenir compte de cette analyse avec le cadre historique qui l'entoure. Pour une entreprise, c'est de savoir comment les choses se sont préparées, comment les décisions ont été prises, et d'avoir ce recul qui permet de faire vraiment une analyse soigneuse de la situation. Le deuxième point, c'est l'importance de la profondeur d'un dispositif. C'est clair que les Russes avaient une profondeur énorme, et je me souviens d'une action de Beria qui avait lancé un espion russe en contact avec un diplomate bulgare. Vous savez que la Bulgarie avait plutôt une tendance russophile, pour demander aux Allemands s'il était possible de conclure une paix, alors que l'attaque avait eu lieu. Et le fameux diplomate avait dit à l'espion, mais la Russie, vous pouvez encaisser jusqu'à la Volga, vous gagnerez la guerre. Donc l'importance de la profondeur d'un dispositif. Ce qui paraît absolument nécessaire, et le fameux Langadec, je ne sais pas si vous connaissez ce professeur français qui est spécialisé dans la gestion de crise, c'est de déterminer le début de la crise. À quel moment je dois considérer que l'attaque ou que la rupture, puisqu'on a parlé de rupture tout à l'heure, la rupture déclenche la gestion de crise. Ça, c'est un problème, je dirais, crucial. Le deuxième problème, c'est de gérer le moment de sidération. Il y a toujours, au moment où arrive un événement, une rupture, une catastrophe, un événement dramatique, il y a un moment de sidération. Je l'ai moi-même vécu professionnellement. Je me souviens d'avoir vu un accident d'avion. Je suis resté comme ça pendant 30-45 secondes, en me disant « Oh, bon sang, qu'est-ce qui arrive ?» Et ça, c'est évidemment un moment de sidération. Alors la sidération peut déboucher sur une réaction, si elle est préparée. Elle peut aussi déboucher sur la panique. Et cette panique, on l'a vu dans les unités russes ou soviétiques, quand les Allemands ont débarqué sur leur territoire. J'ai terminé.